Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le chapitre 6 dans lequel on va étudier l'enregistrement des acquisitions d'immobilisation corporelle et incorporelle. Dans cette première vidéo, on va rappeler ce que c'est qu'une immobilisation, on va en donner une définition un petit peu plus officielle que celle qu'on a donnée en début d'année et on va voir avec notre plan de compte quelle est la classification des immobilisations qui est retenue. On commence tout de suite donc par cette première partie qui porte sur la définition et la classification des immobilisations. Je vais donc faire appel à vos souvenirs, puisqu'en début d'année, on a déjà enregistré certaines immobilisations. Est-ce que vous vous rappelez déjà dans quel compte est-ce qu'on les enregistrait? De mémoire, oui. Alors c'était dans les comptes de la classe 2. Plus exactement, on les mettait au débit des comptes de la classe 2. Et qu'est-ce qui faisait que vous enregistriez quelque chose dans la classe 2 et pas dans la classe 6? Eh bien, le caractère des immobilisations, on l'a défini en début d'année, c'est le fait que vous achetez des biens que vous allez conserver longtemps dans l'entreprise, en l'occurrence plus d'un an. Donc ce qui différencie en fait ce que vous enregistrez en charge et en immobilisation, c'est que certains éléments vont être consommés dans le cycle d'exploitation. Ça veut dire que vous allez l'enregistrer en charge. C'est le cas par exemple de vos achats de matières premières. Vos achats de matières premières vont être transformés en produits finis. Eux-mêmes vont être vendus et permettre d'engranger des créances clients. Ça va vous permettre d'avoir de la trésorerie et grâce à l'argent de vos ventes, vous allez pouvoir de nouveau effectuer des achats de matières premières. Ça, c'est ce qu'on appelle le cycle d'exploitation. Alors, je vous ai parlé ici d'achat de matières premières, mais d'une manière générale, elle peut acheter également des services, puisqu'on n'achète pas que des biens, et elle peut acheter également des marchandises si elle est dans une entreprise commerciale. Donc dès lors qu'on achète un bien, on le destine soit au cycle d'exploitation parce qu'il sera consommé dans le cadre de l'activité de façon rapide, soit on le destine au cycle d'investissement et dans ce cas-là, on va l'enregistrer en immobilisation car le bien va être conservé durablement dans l'entreprise. Voyons maintenant la définition un petit peu plus officielle, puisque une immobilisation, certes, quand on considère les biens, c'est une acquisition de biens durables, mais le PCG en donne une définition un petit peu plus compliquée. Tout d'abord, rappelez-vous, les immobilisations, ça fait partie de l'actif du bilan. L'actif du bilan, à savoir les éléments que l'entreprise possède. Mais là aussi, on va donner une définition un petit peu plus compliquée de l'actif. Donc ce sont des actifs qui sont destinés à être utilisés durablement et qui concourent directement ou indirectement à la production et sur laquelle l'entreprise exerce un droit de propriété ou de contrôle. Qu'est-ce que ça veut dire un actif qui concourt directement à la production? Essayez de réfléchir un petit peu. Qu'est-ce qui peut servir directement à la production d'une entreprise? Par exemple une machine. Grâce à la machine, je vais pouvoir directement produire. Mais qu'est-ce qui constitue une immobilisation et donc on possède dans l'entreprise, mais avec lequel on ne concourt pas directement à la production. On ne produit pas avec. Par exemple, un ordinateur. Alors avec l'ordinateur, je vais pouvoir faire mes factures de vente, mais je ne vais pas pouvoir produire. Et pourtant, j'en ai besoin dans le cadre de l'activité. Donc vous pouvez noter les exemples d'immobilisation qui concourent directement à la production. C'est le cas de l'usine, qui correspond au bâtiment de l'entreprise. C'est le cas d'un matériel ou d'un outillage industriel. Et un exemple d'immobilisation qui concourt indirectement à la production, par exemple du matériel informatique ou du mobilier. De fait, vous avez constaté dans la définition que pour qu'un élément soit considéré comme une immobilisation, il faut que l'entreprise exerce un droit de propriété ou de contrôle sur cette immobilisation. Ça veut dire qu'on doit en être propriétaire. De cette façon, ça veut dire que les biens que l'entreprise loue, donc si je loue un matériel industriel, eh bien, ce matériel industriel ne figurera pas à l'actif du bilan puisqu'il ne sera pas considéré comme une immobilisation. Donc les contrats de location, vous avez des contrats de location simples ou des contrats de crédit-bail qui sont aussi des contrats de location mais sur lesquels vous avez une option d'achat à la fin de votre contrat. On étudiera ça en deuxième année pour ceux qui continueront en comptabilité. Donc de fait, on retient quand même que quand on achète une immobilisation ou que l'on produit soi-même une immobilisation, parce que ça peut arriver aussi qu'on se produise l'immobilisation pour soi-même, eh bien en fait on fait une opération d'investissement. Maintenant, on va passer à la définition officielle des immobilisations et pour cela, on a besoin de définir d'abord les actifs. Puisqu'on vient de dire que les immobilisations faisaient partie des actifs, eh bien, on va donner une définition un petit peu plus officielle de l'actif. On avait défini ça en début d'année comme un élément que l'entreprise possède, mais dans le PCG, il est noté que l'actif, c'est un élément identifiable du patrimoine
ayant une valeur économique positive pour l'entité, c'est-à-dire un élément générant une ressource que l'entité contrôle du fait d'événements passés et dont elle attend des avantages économiques futurs. Compliqué cette définition, non? En fait, c'est pas si compliqué que ça. Si vous regardez bien, on va décortiquer la définition et on va pouvoir comprendre ce que ça signifie. Concrètement, cette définition veut dire que l'actif que vous achetez, le bien que vous achetez, l'immobilisation d'une manière que vous achetez, doit être identifiable. C'est-à-dire que à un moment donné, vous allez pouvoir soit le vendre, soit le transférer, soit le louer, soit l'échanger. Ça résulte du fait en fait que vous en êtes propriétaire et que vous pouvez identifier exactement le bien en question. D'autre part, cette immobilisation doit être contrôlée par l'entreprise, donc les risques et les avantages qui sont liés à cette immobilisation, c'est bien vous qui les supportez, donc vous en êtes propriétaire. Si le bien s'abîme, eh bien c'est vous qui du coup perdez du patrimoine. Et sur chacun des actifs qu'il y a dans le bilan, eh bien le PCG insiste sur le fait que tous les actifs doivent être en mesure de procurer des avantages économiques futurs. C'est-à-dire la possibilité de générer de la trésorerie grâce à l'utilisation de cet élément ou grâce à sa revente. Considérons tous les éléments qu'il y a dans l'actif. Dans l'actif, il y a, on va prendre l'actif circulant. Je prends les éléments qu'il y a en bas. Prenons les stocks par exemple. Eh bien les stocks, ils vont procurer des avantages économiques futurs à l'entreprise. Pourquoi? Parce que les stocks, si c'est des stocks de matières premières, on va les transformer en produits finis. Et donc les produits finis, on va les vendre. Et donc ça va générer des flux de trésorerie. Autrement dit, on va recevoir de l'argent du fait qu'on a vendu nos produits finis. Si j'ai maintenant des créances clients, eh bien les créances clients, à un moment donné, elles vont être encaissées. Donc ça va générer des flux de trésorerie, puisque à un moment donné, je vais pouvoir récupérer de l'argent lorsque les clients me paieront. Et bien de la même façon, les immobilisations vont procurer des avantages économiques futurs à l'entreprise. Prenez par exemple une machine. Et bien grâce à la machine, vous allez pouvoir produire, et grâce à la production, vous allez pouvoir vendre, et donc ça va générer des flux de trésorerie qui vont rentrer dans l'entreprise. Quand vous prenez un terrain, alors vous allez me dire, le terrain, je fais rien avec, je suis dessus. Mais grâce au terrain, vous avez peut-être votre usine dessus et donc vous produisez. Et si c'est un terrain qui est nu, eh bien à un moment donné, vous allez pouvoir le revendre et cela va générer des flux de trésorerie. Donc la définition du PCG des actifs s'applique aux immobilisations qui doivent donc être des éléments identifiables, contrôlés par l'entreprise et procurer des avantages économiques futurs. Il y a en fait 3 catégories d'immobilisation, si vous vous rappelez bien, les immobilisations incorporelles, corporelles et financières. Les immobilisations incorporelles, on les a enregistrées en début d'année dans les comptes qui commencent par 20, puisque quand vous regardez dans votre plan de compte, tous les comptes qui commencent par 20 sont des immobilisations incorporelles. Qu'est-ce que ça veut dire incorporel? En début d'année, en fait, j'avais fait une petite explication rapide en disant quand les immobilisations sont corporelles, on peut les toucher, quand elles sont incorporelles, on ne peut pas les toucher. C'est à peu près ça, hein. Une immobilisation incorporelle, c'est un actif qui est non monétaire et sans substance physique. Sans substance physique, ça veut dire qu'on ne peut pas les toucher. Et pourquoi on précise que c'est non monétaire? C'est pour bien différencier les immobilisations incorporelles des immobilisations financières qui correspondent à des actifs monétaires. Ensuite, on a les immobilisations corporelles qu'on enregistre dans les comptes qui commencent par 21. Les immobilisations corporelles, selon l'article du PCG, se définissent comme des actifs physiques, donc physique ça veut dire qu'on peut les toucher, qui sont détenus soit pour être utilisés dans la production ou la fourniture de biens ou de services, c'est le cas d'une machine, soit pour être loués à des tiers, c'est le cas par exemple de Kiloutou qui a tout un parc d'immobilisation qu'il met en location, soit à des fins de gestion interne, donc par exemple vous prenez un ordinateur, eh bien c'est pas utilisé pour la production, mais on en a besoin pour la gestion interne de l'entreprise. Et dont l'entité attend qu'il soit utilisé au-delà de l'exercice en cours, ça veut dire que votre actif, vous devez le détenir plus d'1 an. En tout cas, c'est la durée que l'on retient pour mettre en évidence le fait qu'on doit enregistrer un bien en immobilisation et non en charge. La troisième catégorie d'immobilisation correspond aux immobilisations financières qui s'enregistrent dans les comptes 26 et 27. Alors vous avez juste eu l'occasion pour le moment de les voir dans le bilan. Lorsque vous avez constitué votre bilan à partir de votre balance, il y avait parfois soit des prêts, soit des titres immobilisés que vous aviez enregistrés dans ces comptes-là.
En fait, il s'agit de créances qui sont assimilables à des prêts, ça c'est pour les comptes 27, et des droits dans le capital d'autres entreprises ou des titres de placement. Donc ces immobilisations financières seront étudiées dans le chapitre 7. Essentiellement, on retrouve des actions et des obligations que l'entreprise a achetées dans l'intention de les conserver à long terme, donc dans l'intention de les conserver plus d'1 an. On va se centrer maintenant sur les immobilisations incorporelles et corporelles. Vous pouvez regarder dans votre plan de compte la liste de ces immobilisations et on va essayer de se demander qu'est-ce qu'on met dans chacun des comptes. Commençons tout d'abord par voir ce qu'il y a dans les comptes d'immobilisation incorporelle, donc qui sont des actifs, je vous le rappelle, non monétaires, sans substance physique, autrement dit des éléments immatériels. On commence par le compte 201, frais d'établissement, qui sont en fait des dépenses qui sont liées à la création ou au développement de l'entreprise. Donc lorsque vous créez une entreprise, vous avez des frais de constitution, des frais de prospection, puisque vous cherchez des clients, des frais de publicité. Lorsque vous vous développez, vous avez des frais d'augmentation de capital, puisqu'il faut constituer un dossier pour se mettre aux normes au niveau juridique. Eh bien, vous avez la possibilité au niveau comptable d'enregistrer ces frais d'établissement soit dans un compte d'immobilisation, soit dans un compte de charge, puisqu'il s'agit finalement de frais pas toujours très importants. Alors, même si le plan comptable général précise que la comptabilisation dans un compte de charge doit être préférée, sachez qu'il est possible de les enregistrer dans un compte d'immobilisation. Mais ça, c'est l'entreprise qui va le décider. Deuxième compte que vous retrouvez dans votre plan de compte, c'est le compte de frais de recherche et développement. Alors, il faut distinguer les dépenses de recherche et les dépenses de développement. En effet, lorsque vous êtes dans les dépenses de recherche, eh bien, vous n'avez pas finalement de visibilité sur le fait de savoir si votre projet de recherche il va réussir ou pas. Vous êtes un petit peu dans le flou. Or, on a vu que pour qu'une immobilisation pour qu'une dépense puisse être enregistrée en immobilisation, il faut qu'elle procure à coup sûr des avantages économiques futurs. Oui, mais quand vous recherchez, vous n'êtes pas sûr de trouver. Donc les dépenses de recherche doivent être enregistrées obligatoirement en charge. Mais lorsque vous faites des dépenses qui sont liées à du développement, ça veut dire que vous êtes en train de développer un nouveau produit ou un nouveau concept, vous avez la possibilité parfois de les mettre dans un compte d'immobilisation sous certaines conditions. Il faut que le projet que vous êtes en train de mener soit nettement individualisé, donc c'est un projet pour tel procédé exactement. Il faut que ce projet ait de sérieuses chances de réussite technique ou de viabilité économique. Et le coût va pouvoir être distinctement établi. Si ces conditions sont réunies, alors vous avez le droit de le mettre dans un compte d'immobilisation, sinon vous devez les enregistrer en charge. Donc ça c'est un petit peu compliqué, on ne verra pas ces comptes d'ailleurs dans les enregistrements cette année, mais c'était pour vous expliquer un petit peu ce qu'il y a dans votre plan de compte. Ensuite, on continue avec un compte que vous allez assez largement utiliser, c'est le compte 205, dans lequel vous retrouvez des concessions et droits similaires, des brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires. Donc essentiellement, dans ce compte, on utilisera les dépenses qui sont liées au brevet, puisque lorsqu'on achète un brevet, on achète le droit d'utiliser un procédé de fabrication pendant une certaine période. On peut également acheter une licence où on a la possibilité d'utiliser une licence, par exemple on veut créer des t-shirts Star Wars, et ben on achète la licence Star Wars pour une certaine durée pour avoir la possibilité de créer ce t-shirt Star Wars. Et on a également les logiciels que l'on achète, donc qui sont des éléments incorporels, logiciels professionnels par exemple, que vous allez pouvoir mettre dans ce compte d'immobilisation incorporelle. Ensuite on a le compte 206 qui correspond au droit au bail. Donc le droit au bail, lorsque vous voulez en fait occuper un local, il se peut que le locataire précédent avait un bail par exemple pour 3 ans. Et puis en fait il décide de quitter ce local au bout d'1 an. Et bien dans ce cas-là, il y a un bail qui reste pour 2 ans. Et bien vous devez verser au locataire précédent le montant de ce bail pour avoir le droit de rester dans les locaux pendant une certaine durée. Le bail ensuite peut se renouveler auprès du propriétaire des locaux. On continue avec le fonds commercial. Le fonds commercial, c'est un élément du fonds de commerce. Ce sont uniquement les éléments incorporels du fonds de commerce que vous devez racheter lorsque vous voulez occuper le local d'une entreprise. Donc, par exemple, si vous voulez vous installer dans un local qui faisait des vêtements, puis que vous voulez vous-même vendre des vêtements, eh bien vous allez devoir racheter le fonds commercial de l'entreprise précédente. Quand vous rachetez le fonds commercial, en fait, vous rachetez la clientèle de l'entreprise,
Vous rachetez aussi, entre guillemets, l'emplacement, parce que quand vous avez un local qui est bien placé, où il y a beaucoup de clientèle qui passe, par exemple les locaux commerciaux dans les gares, eh bien, il y a un fort achalandage et du coup le fonds commercial coûte plus cher. Et vous pouvez également racheter l'enseigne de l'entreprise si vous ne voulez pas en changer, mais ça fait partie en tout cas de ce qui est vendu lorsque vous occupez le local d'une autre personne. Enfin, il y a les autres immobilisations corporelles qu'on ne verra pas cette année, qui correspondent essentiellement aux acquisitions de contrats de crédit bail lorsque vous voulez lever des options en fin de contrat. On continue avec les comptes d'immobilisation corporelle qui sont plus parlants pour vous puisqu'il s'agit d'éléments qui ont une substance physique, c'est-à-dire des éléments matériels. On commence par les terrains, donc ce sont les terrains dont l'entreprise est propriétaire. Alors non seulement vous avez les terrains, mais vous pouvez avoir des terrains aménagés éventuellement, déjà aménagés, le sous-sol des terrains, des carrières. Les carrières, c'est là où vous allez extraire par exemple du sable ou des pierres, ou des terrains bâtis, mais vous allez dans tous les cas acheter votre terrain que vous allez mettre dans le compte 211. Ensuite, vous avez compte 212, les agencements et aménagements de terrain. Donc il s'agit de tous les travaux qu'une entreprise peut être amenée à dépenser pour remettre en état un terrain. Donc là, je vous ai mis une image avec une grue qui est en train de niveler un terrain et de faire un trou à un endroit où l'entreprise va probablement en avoir besoin. Donc ça s'appelle le nivellement en fait du terrain, ou des travaux de terrassement aussi. Et puis on peut également avoir des travaux de clôture, donc quand on doit mettre un grillage tout autour du terrain, ça peut faire partie des agencements. Ensuite vous avez les constructions, donc on y retrouve bien évidemment les bâtiments de l'entreprise. Ensuite vous avez une construction un petit peu particulière parce que c'est une construction sur sol d'autrui, donc vous faites une construction sur un terrain dont vous n'êtes pas propriétaire. Ça veut dire que vous allez faire une construction qui pourrait être facilement démontable et déménageable. Alors vous avez ça dans les émissions là, sur les chaînes télé où ils déplacent des choses extraordinaires. Donc là je vous ai mis un hangar agricole, donc typiquement c'est quelque chose qui est assez simple au niveau de la construction et qui peut se démonter éventuellement se remonter à un autre endroit. Ensuite vous avez le compte 215 dans lequel on retrouve les installations techniques, matérielles et outillages industriels. Alors bien évidemment, hein, c'est toutes les machines dont on a besoin pour produire. Si c'est des machines, on a plutôt tendance à mettre ça dans matériel industriel. Si c'est de l'outillage qui s'utilise plutôt à la main, on va mettre ça dans le compte outillage industriel, donc 2155. Et enfin, on arrive dans la dernière catégorie, qui est la catégorie autre immobilisation corporelle. Alors c'est la dernière catégorie, mais quand vous regardez dedans, en fait, il y a pas mal de choses. Vous retrouvez à l'intérieur le matériel de transport, 2182, le matériel de bureau et informatique, 2183, le mobilier, 2184. Et puis c'est à peu près tout ce qu'on utilisera cette année. Il y a également les emballages récupérables qui peuvent apparaître dans ce compte, mais j'ai décidé de ne pas les étudier cette année. Voilà pour cette classification des immobilisations qui vous permettra à coup sûr de ne plus vous tromper quand vous enregistrerez du coup un élément qui va rester de façon durable dans l'entreprise. Reste à bien insister sur la distinction entre une immobilisation qui doit être enregistrée dans un compte de la classe 2 et une charge qui doit être enregistrée dans un compte de la classe 6. Le premier critère qui distingue les immobilisations et les charges, c'est bien sûr le critère de définition et de comptabilisation. En effet, une charge est un élément qui doit être consommé par le cycle d'exploitation sur une période inférieure à 12 mois, alors qu'une immobilisation, par définition, c'est un actif qui doit être utilisé sur une période supérieure à 12 mois. D'accord ? Donc quand vous achetez un bien, vous vous demandez est-ce que je l'utilise pour plus d'un an ou pour moins d'un an ? Le deuxième critère qui doit être pris en compte, c'est un critère qui est lié à la valeur du bien. En effet, dans la pratique, il y a des règles fiscales qui autorisent les entreprises à comptabiliser en charge les acquisitions de biens durables dont la valeur unitaire est inférieure ou égale à 500 € hors taxe. C'est une possibilité qui est admise de fait en comptabilité, mais ça ne veut pas dire que les entreprises vont toutes le faire. Donc je vous donne un exemple quand même, si vous achetez une perceuse, une calculatrice, un téléphone, un tournevis, une agrafeuse, donc ce sont des biens qui vont rester de façon durable dans l'entreprise, donc ils répondent bien aux premiers critères, mais comme ils ont une valeur unitaire inférieure à 500 € hors taxe, eh bien on peut les mettre en charge, et si l'entreprise décide de le faire, alors elles vont les mettre dans le compte 606.3, fourniture d'entretien et de petit équipement. Cela va leur permettre d'avoir une charge immédiatement dans leur compte de résultat, ce qui va faire baisser le résultat et ce qui va faire immédiatement baisser l'impôt de l'entreprise.
Si elles choisissent de l'enregistrer en immobilisation, à l'inverse, il n'y aura pas de charge constatée immédiatement, mais elles vont avoir pour obligation d'amortir cette immobilisation, c'est-à-dire de constater la perte de valeur annuelle que subit l'immobilisation, sa consommation. Et cette consommation va être enregistrée en charge, mais elle sera de fait répartie sur plusieurs exercices. Voilà pour ce qui concerne la définition et la classification des immobilisations. On va maintenant passer aux choses sérieuses, puisque dans la deuxième partie du cours, je vais vous faire découvrir les règles de comptabilisation des acquisitions d'immobilisation, qui sont différentes des règles de comptabilisation des achats-ventes que l'on a vues dans le chapitre 5. À tout de suite!